Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast en vidéo sur YouTube. Le dernier épisode que j'ai mis, j'ai fait un peu ça à l'improviste et j'ai eu pas mal de réactions et donc je me suis dit que j'allais faire un autre épisode pour cette semaine. Et on allait parler dans cet épisode purement de van life. Alors ça fait pas mal d'années maintenant que je suis dans ce mouvement nomade, le mouvement de la vie en van. Depuis 2015-2016, j'ai commencé. À la base, je suis un des premiers dans le monde francophone à en avoir parlé et à avoir été une sorte de micro-influenceur. Le but n'étant pas ou n'ayant pas été de faire des millions, comme ça a été le cas, ou avoir des produits gratuits, ou je ne sais quoi, ou être populaire. Le but, c'était vraiment pas ça, parce que je pensais pas que personne serait intéressé. Moi, j'adorais faire du contenu, écrire, documenter, faire des films, et j'ai tout quitté ma vie. J'étais producteur vidéo à Toronto, pour Yahoo, ça date, et j'ai tout quitté, prenant un petit risque, mais à la fois me disant que j'arrivais pas à joindre les deux bouts en fait dans ma vie, à la fois ma vie personnelle, ma vie intérieure, et il me manquait quelque chose, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à vivre en van, où j'ai réalisé que tout à coup j'étais beaucoup plus libre, et c'était aussi une manière financière d'être libre, parce que le métro boulot dodo ou juste être à un mois d'être à la rue, c'était assez précaire pour moi. Dans un Canada qui était bien différent à l'époque d'aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de raisons d'être nomade aujourd'hui. Cela dit, et c'est ça le sujet de cette vidéo, c'est est-ce que la vie en van, elle est encore abordable aujourd'hui? Est-ce que ça vaut la peine de vivre en van, et quelles sont un peu les difficultés? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à une forme de fin de cette vie nomade 2.0? Moi, quand j'ai commencé, tout était un peu à prendre, dans le sens où il n'y avait pas d'interdiction, très peu d'interdiction, parce que qui voudrait dormir de nuit à un endroit dans une voiture? C'était que les sans-abri qui avaient la chance d'avoir une voiture qui faisait ça. Et la vie en van, ça a un peu fait le pont entre, beaucoup aux États-Unis également. Pour référence, vous pouvez voir le film Nomadland qui retrace ça pas mal. Ça faisait un peu le pont entre ceux qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts et ceux qui aussi essayaient de s'émanciper à la fois financièrement, mais aussi plus que juste matériellement en fait, d'essayer de remettre en question pas mal de choses. Moi, mon cas, c'était vraiment ces deux aspects-là, l'aspect financier, l'aspect que je ne pouvais pas vivre la vie voilà, une vie libre, une vie où on ne se sent pas tenu par plein d'obligations, et à la fois parce qu'au fond, et c'était le sujet de mon tout premier livre, que beaucoup d'entre vous ont lu, il y avait quelque chose en moi et en nous, on a tous ce sentiment qu'il y a quelque chose qu'on aimerait explorer, et on sait pas qu'est-ce que c'est, et c'est pour ça que la vie en van, moi en tout cas, la vie en van m'a permis de faire ça, et j'étais parmi les premiers dans le monde francophone à documenter tout ça. Après, eh bien, on ne sait pas, enfin je ne sais pas si on peut corréler ces deux choses-là, parce qu'avec l'apogée des réseaux sociaux, et la montée en puissance des influenceurs comme métier, des nomades digitaux, et de tous ces gens dont je fais partie, donc je crache pas là-dessus évidemment. On est là sur YouTube et je suis une chaîne de vie nomade entre autres, et de voyages et d'aventures. Mais il y a eu tout un mouvement qui a été que c'est petit à petit devenu profitable, ou la plupart des gens pensaient que c'était très profitable de devenir van-lifer à temps plein, mais aussi d'en faire son métier en fait, et de partager ça et de dire aux autres comment faire. Alors moi j'ai un peu fait ça en partageant. À la base je le faisais pour moi, je le faisais pour documenter, et mon succès au début, en apparence, ça a été que c'était de manière très organique, parce qu'il y a eu tout à coup pas mal de gens qui se sont mis à me suivre, parce qu'il y avait à l'époque un peu de ferveur pour cette manière de vivre qui était assez inconnue, qui faisait assez peur. Aujourd'hui, c'est devenu tellement répandu que c'est plus vraiment une surprise en fait quand les gens disent qu'ils vivent en van. C'est même cool aujourd'hui, alors qu'à la base, si vous saviez le nombre de commentaires à la fois de gens que je connaissais et de gens que je connaissais pas, quand j'ai commencé à partager ma vie sur les réseaux sociaux, le genre de commentaires que j'ai reçus de tu es un sans-abri, tu es un moins que rien, tu es un squatter, comment tu fais pour vivre, comment tu fais pour dormir la nuit, etc. Alors qu'aujourd'hui,
bien à la force de vidéos YouTube et peut-être d'outils aussi qui sont devenus de plus en plus répandus, mais à la fois qui ont été un peu victimes de leur succès et la cause de beaucoup de problèmes pour les vrais vanlifers qui, eux, en fait, n'ont pas le choix dans le sens où quand on est nomade, aujourd'hui je suis semi-nomade, où j'ai une sorte de semi-base qui n'est pas chez moi, mais qui est ouh, j'ai une petite bière qui est sortie. Alors cette bière-là, si vous êtes au BC et que vous voulez une bière pas chère, c'est la Red Truck. Je vous conseille, très facile à boire, très gentille, très rafraîchissante et très peu dispendieuse. Mais blague à part, oui, en fait, aujourd'hui, en tout cas personnellement, je trouve qu'il est devenu beaucoup plus difficile d'être nomade à temps plein. Et moi, c'est venu un peu en parallèle de ma vie qui avançait, et c'est de ça que parle, je fais ma promotion, après j'en parle plus, de la BD qui s'appelle Road Trip, qui est un voyage en van à travers l'Amérique, qui est la première BD sur la vie en van. Si vous n'en avez pas entendu parler, eh bien je vous conseille d'aller sur le lien dans la description et de vous procurer cette BD-là, qui sort très bientôt. Alors allez-y. Supporter la création indépendante, mais à ce moment-là, cette BD, elle trace un peu une transition pour moi, en tout cas dans mon parcours, entre une vie nomade à temps plein et une vie un peu plus semi-nomade. Un retour à la terre, avoir une base, avoir un jardin, mais en gardant quand même voilà, ce nomadisme en soi, qui est, je crois, l'identité profonde de beaucoup d'entre nous. Mais pour revenir au sujet principal, aujourd'hui, est-il abordable, est-il possible d'être nomade et de vivre en van? On va parler de deux régions que moi je connais, qui sont l'Europe de l'Ouest, la France particulièrement, et autour, et le Canada et l'Amérique du Nord en tant que tel, mais on va parler peut-être Canada, Québec. Et en fait, en premier lieu, il faut se poser la question de pourquoi, tout à coup, la vie en van, pourquoi elle est devenue, selon moi, beaucoup moins abordable et en fait, elle a beaucoup moins de sens aujourd'hui, à moins d'être très débrouillard et de faire avec ce qu'on a, parce que le coût de la vie a simplement augmenté de manière ridicule. Aujourd'hui, un véhicule qui a une vingtaine d'années est aussi cher qu'un véhicule qui a 5-6 ans, parce qu'il y a eu une forme de marketing de la van life qui a fait flamber les prix. À la base, encore une fois, comme le mouvement des tiny house dans l'épisode précédent dont je parlais, à la base c'est un mouvement, une philosophie qui est pour, j'aime bien ce mot parce que je me définis comme tel, mais pour les pecnos, pour les sans le sou, pour ceux qui sont précaires et qui essaient de stimuler une forme de liberté malgré leurs limitations. Mais aujourd'hui, c'est fini, il y a eu un embourgeoisement vraiment total de ce mouvement-là, en partie à cause du prix, en fait. L'accessibilité d'un van aujourd'hui est très, très compliquée parce que n'importe quelle van, que ce soit une van Sprinter ou même une van plus petite, quelque chose d'un peu plus abordable, il n'y a rien en dessous de 10 000 $. À l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en 2015-2016, qu'il y a 8 ans, quand j'ai commencé, vous pouviez trouver un véhicule digne de ce nom pour 3 000, 4 000 $ et le rénover, etc. Aujourd'hui, si on va sur un site, voilà, allons sur le site que vous connaissez, si on tape Roadtrek 190 ou 170, je ne sais plus lequel j'avais, voilà un Roadtrek qui est de 2006, par exemple, le mien était de 97, mais ce véhicule-là coûte 72 000 $. De la même manière, si on va sur voilà, les petites annonces, il suffit de voir un peu les véhicules qui sortent en fait, et Chevrolet Astro, donc qui n'est pas un van où on peut tenir debout, une van qui n'est même pas, qui est aménagée mais qui est sûrement assez limitée, plus de 10 000 $ en fait, une van de 95, c'est quand même incroyable. Van aménagée, 95, Chevrolet Sport Van G30, 14 000 $. C'est incroyable, hein. Et de la même manière, on a des vannes, et après je ne regarde même pas le kilométrage en fait, parce que si on voit sur le millage de ces véhicules, par exemple on va aller sur celui-là, regardons combien de kilomètres cette vanne-là, 214 000 kilomètres et 14 000 $.
Et encore une fois, il y a des noms dedans, peut-être je devrais les flouter, quoique c'est public, hein, vous pouvez aller les voir. Je ne pointe pas du tout l'avidité des gens qui mettent ces... Parce qu'ils font... En fait, la populace, ce qu'on fait, le peuple, le petit peuple, c'est on s'aligne juste avec ce qu'on a vu. Et donc après, ça devient un effet boule de neige, un peu un effet de mouton de panurge, où s'il y a une personne qui fait un truc, tout à coup, on se dit « Ah, moi aussi, je peux vendre... mon véhicule aménagé, mon véhicule récréatif à un prix qui est plus cher que quand le véhicule était neuf. » C'est ça qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'à la base, l'automobile, pourquoi c'était abordable de vivre en van? C'est parce que l'automobile déprécie et trouver un vieux véhicule, c'était la meilleure manière d'avoir une maison pas chère, qui soit mobile. Et ensuite, on va parler de l'autre partie qui est les lieux, la perte des lieux, les lieux où on pouvait être nomade et camper, de faire du camping sauvage. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les véhicules sont dans une bulle économique aussi, une vraie bulle financière plutôt, qui fait qu'on a des véhicules qui ont une vingtaine d'années et qui coûtent 2 fois plus cher que le prix, leur prix original neuf, avec garantie quand ils sont sortis, quand ils ont été vendus. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que je crois qu'il y a une vraie crise, et ça, à un moment donné, je pense que ça va se rééquilibrer. Mais en ce moment, depuis quelques années, depuis la crise des années 2020, il y a eu une forme d'inflation qui a touché le monde de l'usager et qui a affecté beaucoup les vrais gens, en fait, les gens qui en avaient besoin. Et c'est ça que je déplore beaucoup. Et d'être dans une position vulnérable aujourd'hui, c'est vraiment déplorable, en fait, de voir que la réalité est que quand on est dans une situation de vulnérabilité financière, il est même plus possible d'avoir une forme de confort parce que un véhicule usagé à l'époque, c'était vraiment une manière d'avoir une maison sur roue. Et donc aujourd'hui, d'où aujourd'hui la réalité de l'itinérance et des sans-domicile, du problème de logement qui est vraiment rampant dans toute la société, dans toutes nos civilisations. Et ce que je trouve juste intéressant, c'est que en fait, aujourd'hui, il faut avoir tellement d'argent qu'au final, la van life va parler à un autre type de personnes qui, elles, peuvent s'offrir des vacances. Et ensuite, ce sont ces mêmes personnes qui, elles, vont vivre soit à l'année, mais qui vont pas nécessairement rester dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, vous avez sûrement vu aussi, plein de youtubeurs qui se sont mis à la van life, qui ont arrêté, voilà. Et il n'y a rien de mal à ça, c'est juste que, à mes yeux, c'est plus une philosophie, la vie nomade, et c'est, d'une certaine manière, la vie nomade, elle nous amène à une vie proche de la Terre, et ces deux vont ensemble. Mais quand c'est juste un phénomène de mode, le problème, c'est que ça a un impact extrêmement négatif sur la matière première qui est notre véhicule mobile. Même moi, ma roulotte, je suis passé à avoir une roulotte pour justement la poser sur une base semi-nomade pour avoir une forme de mini-maison facile à avoir. Le prix des roulottes, à l'époque, quand je commençais à vivre en van, je regardais un peu parfois, vous pouviez avoir une roulotte pour dans les 2000, 3000 $ facilement. Et ça vous faisait vraiment une super belle habitation, vous pouviez être confortable, etc. Aujourd'hui, les roulottes qui sont de la même année, des années 2000, elles se vendent pour environ entre 10 000 et 20 000 $, ce qui est incroyable. Pour ma roulotte, j'ai eu un très bon prix parce que la personne était très raisonnable. Et je m'en suis bien sorti parce que justement, j'étais pas prêt à payer 18 000 $ pour acheter une roulotte des années 2000, quoi. C'est vraiment pas possible pour moi il y a vraiment une forme, ça donne l'impression un peu de vol, en fait. De un, parce qu'on n'a pas nécessairement cet argent-là, et de deux, parce que même si j'ai cet argent-là, par exemple, je dois acheter un véhicule de 95 et la personne veut 14 000 $, même si j'ai cet argent-là pour acheter ce véhicule-là, si on a la valeur des choses, on sait que c'est ridicule. Et c'est là où la vie en van est de moins en moins abordable parce que, il y a une vraie bulle, phénomène de mode et à la fois inflation qui fait que tout le monde veut plus d'argent parce que l'argent a perdu toute sa valeur. Mais ça reste que la plupart des gens ont de moins en moins d'argent. Donc on est de plus en plus pauvre et la vie est de plus en plus chère. Et je trouve ça intéressant que ça ait affecté le monde nomade
de manière si fulgurante, à moins d'avoir eu votre véhicule avant cette crise-là. Et dans ce cas-là, un peu comme les gens qui ont acheté une maison avant les bulles financières, les bulles immobilières, eh bien vous êtes tout à coup très riche, mais si vous vendez ça, après vous êtes très pauvre. Donc le but, c'est de garder les biens que vous avez et d'en faire quelque chose qui a de la valeur, c'est qui vous donne accès à une vie plus simple ou à une vie plus facile ou quoi. Et je trouve ça juste intéressant de voir le prix, le prix des choses, parce que en parallèle de ça, il y a également l'accès aux endroits qui est devenu de plus en plus compliqué, où par exemple, eh bien, la plupart des municipalités, là je prends l'exemple de la Gaspésie, moi j'ai passé pas mal de temps en Gaspésie, à beaucoup d'autres endroits sur la côte est du Canada, et je n'ai jamais payé pour un camping pendant 3 ans. Pendant 3 ans de vie en van, je n'ai jamais payé pour un camping. La première fois que j'ai payé pour un camping, c'est à un parc national sur l'île de Vancouver, c'était en 2018. C'est la première fois et ça valait la peine parce que c'était juste une quinzaine de dollars, donc c'était très accessible. Et aujourd'hui, même le camping est devenu hors de prix. Un camping sans rien, enfin moi, vous le savez, hein, ma philosophie c'est de ne pas aller au camping, justement c'est d'utiliser le territoire qui s'offre à nous, mais on va voir que ça aussi, ça devient de plus en plus compliqué. Et en fait, un spot de camping primitif, on appelle ça, aujourd'hui coûte dans les 20-25 dollars, ce qui est incroyable. Et un spot de camping avec on peut se brancher, va coûter parfois plus de 45, si ce n'est 70 dollars, 80 dollars parfois, ce qui est une nuit. À l'époque, moi je me souviens quand j'ai traversé le Canada à vélo, une nuit dans un hôtel, c'était 70 dollars et ça paraissait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ça ne vous achète plus rien. Donc c'est assez intéressant de voir que ce n'est pas que les véhicules qui ont pâti de cette bulle financière-là, mais c'est également le mode de vie en tant que tel, parce que eh bien, de plus en plus de gens ont voulu vivre de cette manière-là, et le plus on a de personnes, évidemment, le plus on va avoir des personnes qui n'ont pas vraiment des bonnes manières et qui n'ont pas vraiment des bonnes éthiques de vie, et qui vont un peu ruiner les spots pour ceux qui sont respectueux. Je prends une petite lampée de la bière Red Truck. Et donc, si on voit les municipalités qui, elles, ont vu qu'il y avait de plus en plus de gens qui ne payaient pas, et je crois que dans notre société marchandisée de petits peuples très consommateurs et très proches de ses sous, particulièrement dans ces petites municipalités au Québec, et c'est la même chose en France et tout ça, tous ces petits villages-là, qui ont peur de l'étranger, mais qui en ont besoin pour leur tourisme, ils ne comprenaient pas à quel point c'est pas parce qu'on ne paye pas pour une nuit qu'on ne va pas dépenser nos sous dans ces villages-là qui ont subséquemment interdit la vie en van. En fait, c'est pas interdit la vie en van, c'est plus interdit le stationnement de nuit, ce qui rend les choses très difficiles. Et ce qui est aussi illégal, parce que la plupart de ces règlements municipaux sont illégaux, on en a souvent parlé sur cette chaîne, la plupart de ces règlements municipaux sont illégaux parce que eh bien, c'est illégal d'interdire quelqu'un de stationner de nuit. Et l'autre partie, c'est que moi, d'expérience, ce que j'ai vu la plupart du temps, c'est que ceux qui détruisent les spots où on pouvait stationner tranquillement, gratuitement pendant la nuit, pendant plusieurs jours, etc., proche d'une plage ou dans un parc ou quoi, ceux qui détruisent les spots sont souvent les gens du coin. Je dis souvent parce que c'est pas tout le temps le cas, mais très souvent ce sont des locaux qui viennent faire des beuveries et laissent leurs canettes de bière, leur poubelle, leur vidange et tout ça, laissent tout de... Voilà, c'est la nature et leur vidange, leur dépotoir. Alors que, je le répète, je le dis très souvent, quand on vit nomade à temps plein, quand on est van lifer à temps plein, on valorise énormément ces endroits-là. Donc il est dans notre intérêt de rendre ces endroits encore plus propres et de les laisser plus propres qu'on ne les trouve. C'est pour ça que vous avez beaucoup de gens qui sont et qui le montrent pas sur les réseaux sociaux, parce que je sais qu'il y a aussi toute une vague de gens qui ont commencé à voir « Oh, si je me filme en train de ramasser des déchets, ça va faire des vues et je vais avoir l'air d'une bonne personne. » Je vous raconte pas le nombre de fois où
moi et d'autres personnes, on a ramassé des déchets, et on n'a rien filmé. C'est juste ouais, quelque chose que beaucoup de gens font, et je crois que c'est dommage que finalement il n'y a rien qui soit revenu à ces gens-là, parce que le plus ça avance, le plus tous ces endroits sont perdus. Je me souviens d'une super belle plage en Gaspésie, où je suis resté une semaine, donc self-contained, off-grid, faisant du boondocking, c'est-à-dire que je fais tous mes déchets restent avec moi et je pars avec eux, voilà. Et cet endroit-là est aujourd'hui interdit, alors que c'est une magnifique plage, et je l'ai dans mon film sur la Gaspésie. Heureusement, finalement, que j'ai fait ce film-là et que je suis allé avant qu'il y ait eu toute cette... voilà, je suis assez satisfait finalement d'avoir vécu pour moi mes belles années de van life à cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on s'en va vers un système qui est l'inverse du camping sauvage, qui est des aires de camping-car, des aires de véhicules récréatifs, qui, à mes yeux, c'est bien pour ceux qui aiment être branchés, avoir leur petit confort et tout ça, mais c'est pas ce que la philosophie du vrai van lifer, du vrai nomade, même s'il n'y a pas un seul type de nomade, c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut une diversité de gens, de personnes différentes. Il y a des gens qui adorent aller au camping et échanger avec les autres, mais il y a aussi d'autres personnes qui vivent de cette manière-là, parce que c'est une manière pour eux de se retrouver soit seuls, soit de s'émanciper dans une forme de liberté où ils n'ont pas à payer tous les jours. Parce que pour moi, ce qui a changé ma vie, ça a été de ne plus avoir à payer de loyer, mais aussi tous les jours de dépenser de moins en moins d'argent en étant autosuffisant avec mes propres affaires, en faisant ma propre bouffe, etc. Et ensuite en faisant du woofing, en passant du temps dans des fermes et en ayant besoin de moins en moins d'argent et en vivant de plus en plus. Donc en devenant de plus en plus riche à l'intérieur et à l'extérieur, en ayant de moins en moins à dépenser. Et c'est ça, je crois, une des choses les plus fantastiques et les plus riches de la vie en van et de la vie de nomade, c'est cette découverte-là, qui aujourd'hui est beaucoup plus compliquée, même si elle est encore possible, mais il faut s'éloigner. Et même quand on va s'éloigner, par exemple au Québec, pour ceux, je sais qu'il y a la plupart des gens qui me suivent sont soit en France, soit au Québec. Moi, je ne vis pas au Québec, je vis en Colombie-Britannique et je voyage dans l'ouest de l'Amérique du Nord. La raison pourquoi, c'est parce qu'il y a encore des endroits, beaucoup de terres publiques, 90% du territoire jusqu'à ce jour est public, donc il y a beaucoup d'accès à des endroits de camping sauvage où on peut rester voilà, pendant plusieurs jours sans rien payer, juste en étant autosuffisant. Et moi j'adore ça parce que c'est un peu une reconnexion à nos racines très anciennes, ancestrales de qu'est-ce qu'on est en tant qu'humain. C'est-à-dire, je l'ai dit par le passé, mais la plus grande arnaque de notre monde moderne, c'est de nous faire croire qu'il faut payer pour vivre et il faut payer pour exister, que la vie est une marchandise constante, alors que la vraie vie, c'est vraiment être avec soi-même et n'avoir besoin de rien d'autre, autre que de sa tribu, des gens autour de soi, des animaux, des arbres, de ce qui nous entoure. Et je voulais aussi vous montrer, par exemple, il y a le réseau des ZEC, qui est les zones d'exploitation... Non, les zones... Ça a un nom, ce sont les zones récréatives, en fait, d'activités, de pêche, de chasse, de camping au Québec, sur les terres publiques. Donc, à l'inverse du reste de l'Amérique du Nord, le Québec est un peu plus comme l'Europe, en fait. Et de toute façon, le Québec est en train de tourner, ou depuis pas mal de temps, à tourner vers une gestion très moyenâgeuse de son territoire, qui est l'inverse du principe nord-américain de conservation de nos terres, qui est que le territoire appartient à tous les citoyens, littéralement tous les citoyens du monde. Au Québec, ils ont voulu avoir une approche un peu plus communale, qui est que le gouvernement régit la plupart du territoire, même le territoire public, le territoire de la couronne qui est fédéral, et de cette manière-là, ça permet de générer du revenu, parce que, eh bien, dans beaucoup de gouvernements, on aime le revenu. Et donc, je regardais un peu le camping, même dans des zones publiques, dans les zones ZEC, eh bien, même si voilà, elles sont aménagées, mais c'est ça le truc, c'est quand vous êtes autosuffisant, vous n'avez pas besoin d'aménagement. Parce que vous avez votre seau, voilà, votre seau compostable pour faire votre toilette. Vous avez votre eau, votre réservoir d'eau, votre nourriture, vos panneaux solaires, et donc vous n'avez pas vraiment besoin des aménagements, parce que justement c'est ça qui est beau, c'est que vous vous stationnez quelque part et ensuite vous allez juste découvrir ce qui est autour de vous et pas pré-mâcher en fait. Mais je regardais un peu les prix, et justement ce qui est assez intéressant, c'est que c'est toute une industrie, l'industrie des activités récréatives, et une nuit, le tarif peut aller de $10 à près de $30 sur ces terres publiques-là.
Donc voilà, je sais que au Québec, je ne veux pas me faire des amis, je ne veux pas être commandité par le réseau des campings du Québec, mais ils sont assez puissants, cette association-là. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils n'ont jamais compris que leurs campings, ils sont pleins de toute manière. Donc la manière dont les associations de camping ont essayé de faire vraiment barrage à la van life, au Québec particulièrement, mais en France aussi, c'est un peu comme, de un, se tirer une balle dans le pied, mais de deux, c'est un peu inutile parce que leurs campings sont pleins l'été de toute manière, donc ils ne perdent pas de revenus. C'est une forme juste de, je crois, de petitesse, un peu de ne pas vouloir que les gens soient libres, en fait, de ne pas aimer qu'une autre personne ait trouvé un moyen de vivre simplement. Et c'est très difficile quand on vit à temps plein en tant que nomade, parce que notre vie n'est pas... On est en vacances tous les jours et à la fois jamais en vacances. Et on est dans une vie qui est différente du 9 à 5 des gens qui ensuite ont 2 semaines de vacances et vont partir faire du camping pendant 2 semaines. Et c'est une vie complètement différente qui n'est pas là pour... elle est là pour dépenser comme un citoyen normal, pas comme un vacancier. Et donc malheureusement, le van-lifer est mis dans la catégorie vacancier qui ne veut pas payer et qui veut abuser des lieux. Et donc c'est de cette manière-là qu'on se retrouve avec beaucoup de lieux qui sont interdits. Et à la fois, beaucoup de lieux qui sont abusés par aussi le succès. Alors je voulais vous amener sur iOverlander, qui est cette app qu'on connaît tous, qui nous a tous sauvés en tant que vanlifer beaucoup de fois, qui nous a fait trouver plein de spots. Il y a plein de spots très très cool qu'on peut trouver grâce à ces apps-là. Il y a Park4Night et iOverlander qui sont ces 2 apps très connues, mais qui ont rendu les choses trop faciles en fait. À l'époque, je me souviens, il fallait aller sur des forums. Moi, quand j'ai commencé à aller en van, j'allais dans des forums où il y avait vraiment un monde très nébuleux, très underground de gens qui vivaient de cette manière-là, où on se disait... là, cet endroit-là, il est assez discret, puis il y a une douche en plus, tu peux aller au gym, aller à la douche là, et derrière, il y a un parking dans un petit parc régional et tout ça. Et c'était du bouche à oreille, c'était pas mal de bouche à oreille, et il y a eu cette appisation de applications, voilà, toutes ces applications, je cherchais le mot, pour... en fait, toutes ces apps qui sont sorties, et le monde des apps a un peu tué la recherche de spots, parce que même quand vous trouvez un spot, c'est un peu comme un coin à champignons, ça se dit pas, ou ça se dit qu'aux gens qu'on aime ou à qui on fait confiance. Et par exemple, juste pour voir ces spots, hein, même dans les spots sur Park4Night, vous pouvez voir, je regardais la plupart des spots. Si j'y vais, là, c'est assez drôle, c'est le bord d'une autoroute. Voilà, c'est de quoi que ça a l'air. Le bord d'une autoroute, très bruyant sûrement. Tout est carré. Pas de sentier, un petit chemin, enfin ça peut dépanner, mais ce n'est plus une forme de camping sauvage en fait, c'est vraiment juste des arrêts dodo qui sont, enfin pour moi, j'aime beaucoup juste aller dans des endroits et y rester. Cela dit, et je vais pas le partager ça ici parce que je crois que c'est vraiment quelque chose un peu comme j'en parlais de la manière de vivre proche de la nature et de divulguer de moins en moins d'informations parce que finalement, eh bien, ça va dans les mauvaises mains. Mais il y a plein de manières encore aujourd'hui de trouver des endroits et il suffit limite d'être sur Google Maps, de se mettre en satellite. Et après, je vais pas vous dire, mais il y a pas mal de ressources pour voir quel zonage, quel type de territoire sur lequel on se trouve. Moi, grâce à la chasse, ça m'a beaucoup appris sur le type de zonage des territoires, quel territoire est public, quel territoire est privé, quels chemins d'accès sont, à quoi regarder en fait. Et c'est très facile à la fois, si vous vous intéressez, il y a cette vidéo sur le sujet sur YouTube qui vous montre un peu comment utiliser tout ça. Et donc, ouais, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, même sur les apps, la plupart des spots sont de plus en plus interdits. Vous voyez, ici, ça nous dit « Terre de la Couronne, attention, cette place est aujourd'hui interdite, elle a été fermée. » Et on peut compter vraiment, il y a beaucoup d'endroits qui deviennent de plus en plus interdits. Ou sinon, voilà, c'est le Home Depot ou le Walmart. Ce genre de choses-là qui sont, merci, je le sais que je peux rester dans un parking de nuit, mais ça dépanne en fait. Mais cela dit, c'est ça qui est assez intéressant, c'est quand on regarde le coût des vannes, c'est soit vous avez une vanne qui est, par exemple, regardez, c'est une Ford Van de 2005 qui a 200 000 km, et qu'est-ce qu'il faut faire dessus? On ne sait pas.
bon, il est très cabossé, mais c'est un très bon prix. Voilà, c'est le premier bon prix que je trouve au Québec. Souvent il va y avoir pas mal de réparations à faire. Je dirais que là c'est un bon prix, ce qui est très suspicieux parce que très louche. Ce que je réalise, c'est que le coût aujourd'hui des vannes est en train de baisser, un peu comme le coût de l'immobilier aussi, quand on voit le coût de la terre. Cela dit, il est allé tellement haut qu'il baisse en fait. Il est allé tellement haut que les baisses de prix sont marginales et ne sont pas vraiment intéressantes quand on est soit sans le sou ou qu'on est très limité, parce que le but, ce n'est pas d'acheter... Enfin, moi, j'ai une amie qui avait fait ça, qui achetait une vanne, un Sprinter à genre 60 000 $, qui a mis 50 000 $ dedans et qui comptait le vendre à 160 000 $. Aujourd'hui, la plupart des vannes vont être dans les 100 000, ce qui est ridicule. Hein, enfin, ce genre de vanne-là, de Sprinter-là, de nouveau. Et en fait, je crois que c'est assez intéressant de voir qu'il y a une nouvelle transition qui est en train de s'effectuer. Ce qui, voilà, j'ai passé l'intégralité de ce podcast à vous dire à quel point on est foutu, c'est la fin d'un monde, ça vaut plus la peine d'être nomade. Voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin, ce n'est pas vrai, parce que je crois qu'il va y avoir un immense rééquilibrage des choses, et on l'a vu déjà. Enfin, moi je l'ai vu, j'ai vu assez de gens commencer la van life et l'abandonner après quelques mois, parce que voilà, c'est bien, ils ont essayé, mais en fait ils essayaient de faire la van life Instagram, alors que si vous êtes nomade à temps plein, ou que vous êtes nomade, voilà, comme la philosophie du nomade, la vraie philosophie du nomade, c'est de vivre simplement. Et surtout, le but, c'est vraiment d'être durable, dans le sens, dans la durée de temps. Et le but, c'est pas d'acheter quelque chose de très très beau, de très très cher, de faire tout comme dans sa maison. La beauté du truc, c'est aussi d'être un peu précaire, parce qu'on est déjà précaire, mais ça, voilà, comme je dis souvent, les temps difficiles nous rendent très forts. Et donc, dans la difficulté, dans avoir à comment je vais faire mon système électrique. Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui rendent la vie beaucoup plus facile que quand moi j'ai commencé. J'en parle assez, toutes ces batteries nomades dont je fais les présentations de produits parfois. Il y a pas mal de choses comme ça qui rendent la vie facile, mais il faut y penser. Comment je vais faire mon système électrique, comment je vais avoir de l'eau, où je vais dormir, comment je vais dormir, et comment, dans quoi je vais dormir et dans quoi je vais vivre. Mais aujourd'hui, la plupart des produits sont très abordables, parce que vous pouvez avoir des panneaux solaires pour très peu cher, un frigo électrique pour très peu cher, une batterie nomade pour très peu cher, et ensuite faire une toilette compostable, avoir un spray à eau, comme un pulvérisateur à eau sur lequel vous mettez un pommeau de douche, limiter l'utilisation d'électricité, et être extrêmement confortable. Mettre un matelas de lit normal, matelas mousse, mémoire de forme, je ne sais pas comment ça s'appelle, et vous êtes super confortable. Le seul problème, c'est vraiment le véhicule en tant que tel dans lequel vous allez être. Et c'est facile enfin facile, ça prend un peu de travail, mais c'est très abordable de cette manière-là. Cela dit, le fait qu'il y ait eu cette vague de van life depuis les années 2000, voilà, je dirais autour de 2018, 2019, et ensuite particulièrement durant la crise soi-disant des zombies, que tout à coup les gens ne pouvaient plus voyager à long courrier. Donc tous les gens qui avaient en général de l'argent et qui prenaient des avions, qui allaient au Vietnam, en Thaïlande, je ne sais pas, tout à coup, ils se sont mis à voyager à petite échelle, parce qu'ils ont vu qu'il y avait plein de gens qui étaient en van ou en véhicule récréatif. Et ça a mis une très forte pression sur cette population qui vivait déjà de cette manière-là, mais de manière plus à long terme et de manière un peu plus durable. Et donc, beaucoup d'endroits ont été perdus, beaucoup d'endroits ont été saccagés, alors que j'ai un immense insecte qui est entré dans la roulotte. J'ai des invasions de fourmis et de souris constamment. Et Léo, il ne sait quoi faire de tout ça. C'est moi qui dois m'en occuper. Mais blague à part, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, en fait, de est-ce que la vie
en van est abordable, et bien malheureusement aujourd'hui on est un peu dans la croisée des chemins et ça va changer. C'est encore possible, il faut redoubler d'intelligence et de perspicacité. Et surtout, il ne faut pas vouloir ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas convoiter ce qu'on pense être la van life. Il faut se faire sa propre van life. Et il faut aller découvrir les endroits qui sont moins connus ou méconnus. Et dans ces endroits-là, il y a encore beaucoup de camping gratuits. Il y a encore beaucoup de spots que vous allez trouver. Et en essayant un peu et en trouvant votre mode de vie que vous pouvez encore faire ça. Mais cela dit, en tant que mode de tourisme, de voyage touriste, je crois que la vie en van, elle est un peu limitée aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui fait ça et surtout dans des endroits qui sont toujours les mêmes. Et c'est ça le problème. Peu importe dans le monde, et même au Canada, dans des endroits super, voilà, dans les parcs nationaux par exemple, des montagnes rocheuses, il y avait plein d'endroits des deux bords du parc national où on pouvait camper gratuitement. Et à cause des sites, à cause des gens qui ont commencé, voilà, des crises du logement aussi, des crises de drogue, des épidémies de drogue et tout ça, beaucoup de gens sont sans abri et il y a une population très mixte, très diverse qui se trouve sur ces endroits de camping sauvage et c'est pas tout le monde qui en prend soin. Alors que il y a quelques années, c'était vraiment le paradis de la van life, tous ces endroits-là. Mais ça reste que la raison pourquoi moi je privilégie certains endroits, c'est parce que je sais qu'à ces endroits-là, il y aura toujours, croisons les doigts, touchons du bois, il y aura toujours assez d'espace pour se faire un petit coin de paradis et respecter ces endroits-là et en profiter et en faire partie. Donc voilà. Donc c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Merci d'avoir été là avec moi dans cet épisode du podcast vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ou un prochain épisode du podcast. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un sujet que vous voudriez qu'on aborde. Si vous liseriez mon avis, mon opinion, si ça vous importe. C'est vraiment, tout ça, c'est que mon opinion, mon analyse et mon expérience après tant d'années, à la fois sur les réseaux sociaux en tant que van lifer et dans la vraie vie en tant que nomade. Donc portez-vous bien et à très très vite. Ciao.